Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. Comme vous pouvez le constater, nous sommes de nouveau en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Et dans ce numéro, rencontre avec l'artiste engagé Stanley Eno, originaire du Cameroun. Chadwick Boseman, a.k.a. Black Panther, récompensé à titre posthume. On y reviendra dans notre segment actualité de cette édition de Vous et Nous. Nous rencontrerons également le Mauritanien Mohamedou Ould Salahi, ex-détenu de la prison américaine de Guantanamo Bay. Et voilà, comme Ekia le dit toujours, hein, nous sommes dehors. Comme il commence à faire beau, pourquoi pas filmer Vous et Nous dehors. Au rendez-vous aujourd'hui, dans la question hashtag Vous et Nous de cette semaine, nous parlerons des enfants. English Time with Michelle Joseph dans Anglais Express. Mais d'abord, Ekia nous amène au Mali. Ekia. Et on démarre effectivement au Mali où subvenir à ses besoins n'est pas toujours chose aisée et il existe encore plus de difficultés pour les handicapés qui sont souvent marginalisés, qui n'ont pas toujours des métiers adaptés à leur handicap. Moussa Konaté fait partie des personnes qui n'ont pas peur et qui n'hésitent pas à bouger les lignes. Il exerce même un métier dit de femme. Il est coiffeur. Voyez tout de suite son portrait. Naître handicapé est parfois vu comme une excuse pour se soustraire à certaines obligations. Au Mali, si certaines personnes handicapées ont fait le choix d'attendre une quelconque charité, d'autres préfèrent se battre et gagner leur vie à la sueur de leur front. C'est le cas de Moussa Konaté, handicapé moteur. Depuis 1976, il tresse les cheveux des femmes dans le quartier de Ouami-Rambougou, en périphérie de Bamako. J'ai appris ce métier au Burkina. Là, les hommes comme les femmes exercent ce métier. Je tressais pour ma petite sœur jusqu'à ce que je devienne un connaisseur et je suis venu au Mali. Quand on aime une chose, on ne doit pas avoir honte. Il arrive parfois qu'on dise « un homme qui tresse les femmes ?» Et je réponds « oui, je le fais. C'est mon métier. Dieu a fait de moi un handicapé, mais je ne me promène pas pour mendier. » Parmi ses clientes, des adultes, des enfants du voisinage et même parfois des clientes venues de loin. En plus, Moussa fait profiter de son savoir à celles désireuses d'apprendre le métier. Il a rendu d'énormes services à la famille en prenant en charge père, mère et enfants quand il en avait la capacité. Maintenant, les personnes qu'il avait initiées au métier font qu'il reçoit moins de clientes. Avec son âge, il commence à être fatigué. Sinon, il nous a toujours tiré d'affaire à l'occasion de nos mariages et fêtes. Dans les carrefours de la capitale malienne, il n'est pas rare de voir des handicapés accoster les usages de la circulation à la recherche de la pitance quotidienne, chose que Moussa Konaté a refusée. Étant donné que je suis handicapé des pieds et non des mains, j'ai pu apprendre parfaitement ce métier où je reste assis sans mouvement, je ne me plains pas. C'est dur d'être handicapé. Cependant, si l'on parvient à apprendre un métier et on arrive à subvenir à nos besoins, cela est une très bonne chose. C'est toujours mieux que d'avoir la main tendue dans les rues avec tous les risques que cela comporte. Même si ce brave handicapé est parvenu à nourrir et scolariser ses enfants à travers ce métier, il n'est pas parvenu à réaliser les rêves d'habiter sous son propre toit ou d'avoir son propre salon de coiffure. Un rêve qu'il espère se voir concrétiser un jour. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako. Waouh, bravo à Moussa. Saviez-vous que le tressage de cheveux a des racines profondes dans la communauté noire depuis leurs origines, en Afrique, en passant par l'esclavage et jusqu'à la culture pop d'aujourd'hui. Les tresses ont longtemps été associés à la communauté noire. Le tressage de cheveux a une longue histoire d'innovation et d'adaptation dans cette communauté. Mais beaucoup ne réalisent pas à quel point ces racines sont profondes. Si seulement moi j'avais les cheveux, moi là qui vous parle, si seulement j'avais les cheveux, Moussa allait me voir à Bamako. Parce que c'est seulement Moussa qui allait toucher ma tête pour tresser mes cheveux. En tout cas, bravo à Moussa, good job buddy.
Toute autre chose, du Mali, revenons ici, chez nous au States. Les États-Unis deviennent un pays de plus en plus diversifié, alors que les Blancs devraient représenter moins de 50% de la population d'ici 2045. Il y a comme une pression pour faire des livres pour des enfants aussi divers que la nation elle-même. Selon certains experts, le niveau de réussite de futurs adultes américains pourrait en dépendre. Reportage de Dora Mekwar, raconté par Mamadou Oumfa. De nombreux enfants américains grandissent en lisant des livres qui ne contiennent pas des personnages qui leur ressemblent. C'était certainement le cas pour Krista Aronson. En tant qu'adulte, je peux dire que si j'avais grandi avec plus de représentation d'enfants qui me ressemblent, j'aurais pu me sentir plus confiante et à l'aise avec mes rapports avec le monde, moins comme une étrangère. C'est l'une des raisons pour lesquelles Aronson a fondé diversebookfinder.org. Lorsque les enfants se voient reflétés dans ce qu'ils lisent, cela les aide à comprendre qu'ils sont des membres visibles et précieux de la société, ce qui peut aider à susciter en eux un sentiment de positivité à propos de leur propre identité. Diverse Bookfinder aide les bibliothécaires et le grand public à trouver des titres inclusifs pour les enfants. James Homer dirige un groupe de bibliothèques dans une région ethniquement mixte du Massachusetts. Il souhaite que les jeunes lecteurs retrouvent une image positive d'eux-mêmes et d'autres communautés chaque fois qu'ils prennent un livre. Nous voulons que le livre soit à la fois la fenêtre et le miroir des gens. Ainsi, nous voulons que les enfants puissent se reconnaître dans les livres et qu'ils voient d'autres cultures. C'est pourquoi la diversité est un élément essentiel pour collectionner les livres de nos bibliothèques. Philippe Nell dirige le programme de littérature pour enfants à l'Université d'État du Kansas. Les enfants ont tous besoin de voir dans les livres qu'ils lisent. Ils ont besoin de savoir que leurs histoires comptent, que leur vie compte, que sa voix, son histoire et sa vie ne soient pas reconnues est une sorte d'anéantissement spirituel. Pour certains experts, le manque de diversité dans les livres pour enfants affecte négativement tous les jeunes lecteurs, pas seulement les enfants des groupes marginalisés. Cela nuit également à l'imagination de la majorité des enfants. Cela nuit à l'imagination des enfants blancs car cela leur suggère qu'ils sont au centre de l'univers. Cela leur suggère que seules leurs histoires comptent et cela leur insuffle un faux sentiment de supériorité qui peut également les amener à avoir des vues racistes. À mesure que les enfants grandissent dans un monde de plus en plus diversifié, qu'ils soient en mesure de briser les barrières raciales et communautaires pourrait être essentiel à leur réalisation future. C'est une attitude qui doit être travaillée et pratiquée, comme comment interagir avec ceux qui peuvent être différents. Cela va être important pour le succès de nos enfants et donc le succès de notre société. Une culture de l'inclusion qui doit commencer dès le bas âge à travers les livres. Merci pour ce reportage qui nous rappelle combien il est important d'avoir une histoire fidèle à la réalité et d'avoir également des personnes auxquelles on puisse s'identifier. On va prendre tout de suite une toute autre direction vers le Burkina Faso où grâce à une synergie entre la Côte d'Ivoire et les autorités burkinabées, des personnes étant derrière un vaste trafic d'enfants suite à cette main-d'œuvre moins chère a pu être démantelée. Plus de précisions avec notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré. Ces enfants que vous voyez sont de retour au Burkina un an après avoir été victimes de trafic. Ils sont 22 au total et ont travaillé au moins 6 mois dans des sites d'orpaillage en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont pu les intercepter et les transférer aux autorités burkinabées. La ministre de l'Action sociale se dit indignée. C'est vrai que nous attendons l'État sur tous les fronts, mais l'État ne peut se substituer aux parents pour la protection des enfants. L'État est là pour accompagner, l'État est là pour donner aux parents toute la latitude de garder les enfants dans les foyers familiaux. Il est important que les enfants restent auprès de leurs parents pour grandir. Et nous parlons de mineurs dont le plus âgé a moins de 16 ans. Des organisations de défense et de protection des droits des enfants saluent l'initiative et déploient des programmes pour l'insertion de ces enfants. Save the Children, en tant qu'organisation de défense et de protection des droits de l'enfant,
est toujours préoccupé toutes les fois que les enfants sont exposés à des risques et à des vulnérabilités qui peuvent compromettre leur bien-être et leur avenir. Sur la période donc 2015 à 2018, Save Children a mis en œuvre un projet régional d'appui aux enfants et jeunes travailleurs migrants. Alors, ce projet a permis d'assurer la réintégration familiale de 659 enfants. Le gouvernement a rassuré qu'il va renforcer le système judiciaire. Toute personne qui sera prise pour faire du trafic d'enfants sera poursuivie et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur, prévient la ministre de l'Action sociale. Les populations sont appelées à collaborer, notamment en dénonçant tout soupçon de trafic d'enfants. Merci à Lamine Traoré pour ce beau reportage. Parmi tous les facteurs qui influencent l'éducation et le traitement de l'enfant de sa naissance à l'âge adulte, la famille, l'école, la communauté jouent un rôle primordial. On a voulu en savoir un peu plus quant à leurs responsabilités respectives. La question de cette semaine dans Vous et nous, #Vous et nous. Et qu'est-ce qui devrait être fait selon vous pour un meilleur traitement des enfants dans nos familles et dans la communauté? Vous êtes nombreux, comme d'habitude, à répondre à cette question. On commence avec Moussa Kouma, Bamako, au Mali, qui nous dit il y a tant de points qui nous échappent quand on n'est pas avisé. Et du coup, les enfants sont incompris et maltraités de toutes parts, famille et communauté. Ces abus et négligences envers les enfants se produisent dans tous les types de familles, peu importe le revenu, éducation, taille de la famille, course, religion ou de tout autre trait. C'est impératif que les parents et les membres de la communauté sachent donner de l'affection et l'éducation des différentes manières en fonction des besoins de l'enfant. Nous avons également le commentaire à Goma en RDC d'Anua Taylor Tirata qui nous dit éduquer les parents ainsi que la communauté. De nos jours, il y a tant d'innovations dans l'éducation des enfants. Ces dernières produisent d'excellents résultats et si et seulement si ces méthodes d'éducation sont appliquées comme il se doit, faire massivement des campagnes de sensibilisation sur l'éducation des enfants semble être indispensable dans nos sociétés actuelles. Merci d'avoir partagé avec nous votre point de vue. N'hésitez pas, si vous avez des questions que vous aimeriez que nous puissions aborder, faites-le nous savoir à travers notre site. Pour le moment, ne bougez pas. On se retrouve dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Et voilà, il est temps, vous savez quand j'ai dit ça, donc il est temps d'apprendre l'anglais. C'est avec Michelle Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Des expressions que l'on entend souvent dans le milieu du travail. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. I just got a work email. Je viens de recevoir un courriel du travail. A work email, un courriel du travail. My boss has called a meeting. Mon chef s'est donc
my boss ou mon employeur ou bien mon patron ou ma patronne. A meeting, une réunion, une rencontre, un tête-à-tête. Mon patron a convoqué une réunion. Vous avez maintenant le vocabulaire. Ensuite, everyone must come. Tout le monde doit y venir. Réaction possible. Maybe it's about getting raises. Qu'est-ce que c'est que raise? A raise, c'est une augmentation. Il s'agit peut-être d'une augmentation de salaire. Il s'agit peut-être d'une augmentation salariale. What do you think the meeting is about? À ton avis, sur quoi porterait cette réunion de travail? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Et place à présent à notre rubrique Actualité. Les ressortissants centrafricains ne cessent de parler de cette nouvelle car il y a un tournage à Bangui. Il s'agit de Bangui Unité Spéciale, une série policière de 10 épisodes de 52 minutes réalisée par la béninoise Elvire Adjamonsi. Une fiction avec une mise en lumière du quotidien d'une unité de police dédiée à la lutte contre les crimes sexuels. Pour mener à bien ce projet, les producteurs disposent d'un budget total de 500 000 €, en partie subventionné par l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie. Un projet ambitieux que la réalisatrice, qui connaît très bien Bangui pour y avoir habité, a porté pendant plusieurs années. On souhaite donc un excellent tournage à toute l'équipe et on a hâte de voir les résultats. On suivra ça de très près pour vous. Toujours dans l'actu, les 7 de Chicago, drame judiciaire, Darren Sorkin a reçu dimanche la récompense suprême et Chadwick Boseman, à titre posthume, le prix de meilleur acteur des SAG Awards, récompense décernée par le syndicat des acteurs américains qui sont souvent de bon augure pour la course aux Oscars. Chadwick Boseman, star de Black Panther, décédé l'été dernier à 43 ans d'un cancer du côlon qu'il n'avait jamais dévoilé, a lui remporté le titre de meilleur acteur pour son rôle de musicien dans Les Blues de Ma Rainey, drame dans le Chicago des années 1920, un titre qui pourrait présager un Oscar. Seuls 2 comédiens ont jusqu'à présent reçu un Oscar à titre posthume, Peter Finch pour Network, basé sur la télévision 1976 de Sidney Lumet, et Heath Ledger pour The Dark Knight en 2008 de Christopher Nolan. Et place à présent une rubrique que vous aimez beaucoup, il s'agit de Sportissimo avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir à tous, nous parlons de basketball pour commencer avec la Basketball Africa League, entendez Ligue africaine de basketball. La nouvelle date pour la tenue de la toute première édition est connue depuis la semaine dernière. La compétition aura lieu du 16 au 30 mai prochain à la Kigali Arena au Rwanda, d'après l'annonce faite par la Fédération internationale de basketball. Avant la pandémie du nouveau coronavirus, la compétition était programmée à Dakar au Sénégal. Suivez. Dakar, malchanceuse, lancée en mars 2020 à Chicago aux États-Unis, puis prévue pour débuter dans la capitale sénégalaise dans le même mois, la Basketball Africa League ne se jouera plus à Dakar. Reportée à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, la toute première édition de cette compétition se tiendra à la Kigali Arena au Rwanda. Pourquoi le choix de la capitale rwandaise? Le président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall, explique. Le plus important, c'était de trouver un endroit où nous sentions que les conditions étaient réunies au niveau sanitaire, là où la pandémie de coronavirus avait été bien gérée, et c'est pour cela que nous avons choisi Kigali, un site unique où nous allons réunir les 12 équipes. Ces 12 équipes provenant de 12 pays différents sont les douanes du Sénégal, la police du Mali, Ravens Hoopers du Nigeria, FAP du Cameroun, Petro Luanda de l'Angola, Ferroviario Maputo du Mozambique, GN de Madagascar, Patriote du Rwanda, JSP de l'Algérie, Zamalek d'Égypte, Salé du Maroc et Monastir de la Tunisie. L'objectif de cette compétition, initiée par la NBA et la FIBA,
est d'offrir une vitrine aux joueurs d'élite de tout le continent pour qu'ils puissent mettre en valeur leurs talents. Cela va inspirer les fans de la balle au panier et faire du basket un moteur de croissance économique en Afrique. Foi du président de la balle, Amadou Gallo Fall. D'abord, on essaie de créer un intérêt, de mettre ce sport en lumière et de créer une base de supporters. Bien sûr, en ajoutant 1,2 milliard d'Africains à l'incroyable talent athlétique qui existe ici, nous voyons une opportunité incroyable de développer notre sport d'abord et ensuite notre business. Quoi de plus normal que de s'impatienter? J'attends avec impatience le lancement de cette ligue historique qui va mettre en avant les talents africains dans un environnement sain et sécurisé, qui va produire un basket de qualité et qui sera diffusé au plan panafricain et à l'international. Pour rappel, les matchs se disputeront du 16 au 30 mai prochain à la Kigali Arena, au Rwanda, donc dans une bulle comme celle qui a accueilli les playoffs de la NBA la saison écoulée. Nous terminons cette rubrique par cette image parlante des joueurs de Valence en guise de soutien à leur coéquipier Mouktar Diakaby qui s'est dit victime d'insultes racistes lors du match de Liga dimanche contre Cadix. Accusé, le défenseur espagnol de Cadix, Juan Cala, a nié avoir proféré une insulte raciste à l'encontre de Diakaby. Le club de Valence a publié un communiqué intitulé « Juan Cala, nous ne te croyons pas », jugeant que le joueur de Cadix a manqué une occasion d'assumer son erreur et de demander pardon. La Ligue a annoncé avoir ouvert une procédure pour faire la lumière sur l'incident. C'est tout pour cette rubrique. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain. Au revoir. Partons à présent en Mauritanie pour parler d'un livre, d'un film, d'un destin hors du commun, celui d'un ex-détenu de la prison de Guantanamo Bay. Plus de détails avec notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop. Quand Mohamedou Ould Salahi rédigeait ses mémoires intitulées « Les carnets de Guantanamo », il ne rêvait plus de liberté. L'écriture devenait une échappatoire. J'ai commencé à, entre guillemets, voler les papiers de mes co-détenus et d'essayer d'écrire tout simplement des carnets personnels. Mais ce qui traduisait en désespoir laissait entrevoir une lueur d'espoir. Ce livre était principalement la raison pour laquelle je suis un homme libre. Les carnets de Guantanamo vont même fasciner le cinéma. Un couple réalisateur hollywoodien va s'emparer de l'histoire de l'ex-détenu. Béatrice Lloyd et son mari Levin Lloyd ont lu mon livre. Dès sa sortie, ils se sont même rendus à New Mexico, à Albuquerque, pour rencontrer mon avocate Nancy Hollander. Et ils ont discuté le projet. Et il était contente avec le projet, mais elle leur a dit tout simplement qu'elle doit me consulter. Et j'ai tout simplement dit oui. The Mauritanian. Grâce aux retombées du film, Ould Salahi refait sa vie. J'ai reçu une très belle somme d'argent. Je l'ai divisé en 3. J'ai donné un tiers aux gens en Mauritanie, c'est-à-dire les pauvres. Et j'ai construit une maison avec le deuxième tiers. Et j'ai donné le reste aux gens en dehors de ce pays. C'est tout. En Mauritanie, certains comparent l'histoire du Mauritanien à celle du philosophe et dirigeant communiste italien Antonio Gramsci, condamné en 1929. Le procureur fasciste avait dit « Pour 20 ans, nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner ». Alors Gramsci a réagi en disant « Il me faut trouver aussi les ressources pour pouvoir résister un peu ». D'où les cahiers de prison. Les cahiers de prison de Gramsci ont été écrits en 1929, et entre 1929 et 1935. Donc imaginez un peu Ould Salahi qui écrit les carnets de Guantanamo. Donc ça, si vous voulez, c'était une résilience mentale qui a permis à cet homme-là de tenir quand même physiquement dans des conditions de détention qu'il a décrites comme étant quand même inhumaines. Hein. En tout cas, l'homme qui a modifié son destin par l'écriture est plus que jamais attaché à la plume.
Mohamedou Ould Salahi vient de publier son deuxième livre, cette fois sur la littérature africaine. Mohamed Diop pour VOA Afrique Nouakchott. Merci à Mohamed Diop pour cette belle interview. Et voilà, on finit quand même en musique. L'artiste camerounais Stanley Inao, également connu sous le pseudonyme Bayangi Boy, est l'un des artistes camerounais le plus en vogue auprès de la population jeune. L'artiste nous a parlé de son actualité. Je l'ai joint au téléphone. Suivant. Everybody say oui, oh yeah. J'adore cette chanson, mais ça me fait bouger. C'est avec Petit Pays, hein, c'est ça? Ouais, la légende. La légende. Non, c'était juste de faire un son qui va nous donner beaucoup de bonheur, une sensation de bonheur, une sensation de plaisir. Parce que end of it all, c'est de pouvoir être dans une spirale, dans un esprit qui permet à ce que on puisse se détendre, tu vois, on puisse danser et se détendre. Et depuis un bout, il n'y avait pas assez beaucoup de sons qui venaient du Cameroun, qui avaient cette connotation danse pure là. Donc il fallait qu'ils se donner de quoi faire des démos à tous les danseurs du pays et faire bouger le peuple, quoi, parce que tellement ils ont des problèmes qu'ils ne veulent même pas trop de messages compliqué. S'ils peuvent d'abord dire oh yeah, les gars sont d'abord à l'aise. Et donc en ce moment, Stan est en studio, c'est pour tout un album, c'est ça? Ouais, je suis en train de faire un album, mais il y a les équipes qui sont en train de vouloir que ce soit un EP. Je pense que Dieu nous a donné la voix, et quand il te donne la voix, c'est de pouvoir chercher ta voix et poser la voix. Ainsi s'achève cette émission. Un grand merci à toute l'équipe qui nous a permis de mener à bien cette émission. Merci à toutes nos chaînes partenaires. Un clin d'œil particulier à nos téléspectateurs qui nous suivent au Cameroun, en Mauritanie, tout comme au Niger. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et comme il est coutume de dire, Roger, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye.